Voilà, ça doit être bon. Bon, merci beaucoup, de m'avoir invité, ici à Marrakech. L'accueil est très chaleureux et très professionnel. Merci également à Samir Hamama de m'avoir, proposé de faire ce topo. Voilà donc, l'apport de l'imagerie, dans la fertilité humaine, ben, c'est un vaste sujet, d'autant qu'en tant que radiologue, et c'est un paradoxe, on peut dire comme Antoine de Saint-Exupéry avec Le Petit Prince: «L'essentiel est invisible pour les yeux». C'est-à-dire que nous, ce qu'on va voir en imagerie finalement n'est qu'un pâle reflet, de la réalité moléculaire, génétique qui sous-tend, toutes ces anomalies qu'on peut voir. Voilà, donc effectivement, pour la femme et l'homme, c'est un petit peu la même problématique, sauf que pour la femme, on a un stade de plus, bien sûr, la lidation, mais dans les 2 cas, on a, production, et transport. Pour la femme, le facteur péjoratif, c'est le temps, et pour l'homme, ben, le facteur péjoratif, c'est un si long voyage, c'est-à-dire que sur ce cheminement du spermatozoïde depuis, le testicule jusqu'à, l'extrémité, de la verge, ben, il peut arriver un certain nombre d'événements, fâcheux. Voilà, donc là, je passe rapidement là-dessus. L'imagerie est guidée, et orientée par les interrogatoires, les examens biologiques, la prise en charge du couple, mais surtout, ce qui est important pour nous, imageurs, c'est d'avoir les meilleurs renseignements cliniques, sur les ordonnances. Voilà, s'il vous plaît, mettez-nous un maximum d'informations parce que, ce sont les meilleurs garants de la qualité de l'examen, de l'intérêt, du couple et puis de la motivation également de l'imageur puisque, l'imagerie est extrêmement opérateur dépendant, en fonction de la compétence, mais aussi en fonction, d'une motivation qui peut être boostée par le prescripteur. Donc, l'échographie pelvienne, ben, on a plusieurs cadres hein, en cycle, spontané. On a bien sûr le fameux J3, c'est-à-dire entre J2 et J5, on va surtout s'intéresser aux ovaires, mais où également on fait une échographie complète. On mesure les Dopplers des artères utérines, on étudie les annexes, etc. À J10, on va plutôt étudier la maturation folliculaire. On va voir la sélection du follicule dominant. On va bien sûr étudier la croissance de l'endomètre pour les paramètres de nidation. Et on est dans les meilleures conditions techniques, puisqu'on a un très beau contraste endométrial pour étudier les pathologies endocavitaires. À J20, ben, ça va être plutôt l'endomètre qu'on va très bien voir. Il faut étudier son épaisseur et sa vascularisation, ce qui est particulièrement important dans les cas de fausses couches à répétition. Et le Doppler des artères utérines est également très informatif. Alors voilà, donc les facteurs de production, les ovaires, environ 30% des infertilités sont d'origine ovarienne. Et on en parlait hier sur le côté éthique de l'échographie pelvienne. Mais une des premières questions que nous posent les patientes qui viennent pour tout autre sujet, des douleurs pelviennes, des métrorragies, est-ce que je suis fertile, quel que soit l'âge? Et je pense malgré tout que c'est quand même dans l'inconscient ou dans l'arrière-pensée de beaucoup de femmes qui vont passer des examens. Donc on a une amélioration majeure des techniques échographiques qui permet de répondre. Et quand on tombe sur un compte folliculaire bas chez une femme jeune, ben, il est quand même de notre devoir de l'avertir en termes, en choisissant les termes. Et de toutes les façons, notre compte rendu, parce que enfin, nous, dans notre centre, on compte systématiquement les follicules, quelle que soit la demande d'imagerie pelvienne chez une femme en âge de procréer. Voilà. Donc ça pose le problème du dépistage échographique de l'infertilité. Et le radiologue, bien sûr, ne doit pas être rabat-joie s'il tombe sur un compte folliculaire faible. Donc voilà, donc comme la question du dépistage, voilà, j'en ai parlé. Voilà l'économie fonctionnelle de l'ovaire. Bon, on distingue bien sûr la zone périphérique qui est la zone de production folliculaire, la zone centrale qui est la zone médulostromale, qu'on va très bien voir en échographie. Et c'est intéressant de différencier les deux entités pour pouvoir répondre au mieux à la question de la fertilité. Donc le stroma, qui est le tissu de soutien, contient les follicules primaires et primordiaux. Il est contrôlé également par les facteurs de croissance comme les androgènes et l'insuline. Et voilà, à partir de ce tableau, on peut voir que ce couple stroma-follicule va déterminer un grand nombre de problèmes d'infertilité. S'il y a trop de stroma et trop de follicules, on est plutôt sur un tableau d'OPK. Si on n'a pas assez de stroma,
et un nombre intéressant de follicules, on est plutôt sur des ovaires de type multifolliculaire. Si on n'a pas de follicules et on n'a pas assez de trauma, on s'oriente vers des insuffisances ovariennes. Donc voilà, c'est une manière de voir. Alors, l'échographie, comme je vous disais tout à l'heure, ne fait qu'effleurer la réalité. Elle ne voit pas les follicules primordiaux, les grades 1, les grades 2, les secondaires, les grades 3, elle ne les voit pas. Mais par contre, on sait que leur nombre est proportionnel au volume de l'ovaire et en particulier au volume du stroma. On ne voit pas les TEC, bien sûr, mais on a quand même une visualisation indirecte des TEC s'il y a de la pathologie, comme par exemple, ici, vous avez ces corps blancs qui sont des séquelles d'ovulation hémorragique, mais qui également peuvent témoigner de foyers d'endométriose calcifiés à point de départ du tablier péritonéal. Voilà, et bien sûr, on ne voit pas les coques. Voilà, alors maintenant, ce qu'on voit dans le CFA, dans le compte des follicules en trop, on voit les follicules de classe 5 qui mesurent entre 3 et 5 mm, qui peut aller jusqu'à 6-7. Ils sont devenus préentraux 70 jours plus tôt. Il y a eu l'apparition d'une petite cavité liquidienne. Certaines sondes haute fréquence voient les classes 4 entre 1 et 2 mm, mais la question que se pose le radiologue, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit les compter? Est-ce qu'il ne doit pas les compter? Est-ce qu'il doit les mettre dans un compte à part? Est-ce que ce sont des follicules qui sont déjà rentrés en période de recrutement? Voilà. Donc, à J3, on apprécie la réserve folliculaire, le nombre, la taille des follicules, l'aspect, s'il est sphérique ovalaire, si les contours, par exemple, sont irréguliers, on peut penser que ce sont des follicules déjà atrétiques ou ce ne sont pas des follicules du tout. Des microkystes, par exemple. La répartition est très importante. Si elle est homogène ou hétérogène, si elle est en grappe, on peut penser qu'il y a un stroma fibrocicatriciel. Voilà. Donc, il faut savoir que ces échographies à J3, il ne faut pas être pessimiste forcément, parce qu'il y a une variabilité intercycle. Moi, j'ai vu des cas où on prenait la femme 2 ou 3 cycles après, on avait plus de follicules que sur le compte initial. On est interopérateur, c'est-à-dire que chaque radiologue peut en compter un nombre différent. Donc, et puis même chez le même opérateur, le même radiologue, le matin à 8h et le soir à 20h, il ne va pas compter le même nombre de follicules. Alors, il y a des logiciels pour compte automatique des follicules, bien évidemment, mais il y a toujours le problème du seuillage du liquide solide et le décompte automatique peut également passer à côté d'un nombre de follicules ou sous-estimer le nombre de follicules. Donc, voilà, bien sûr, à J3, des fois, on peut tomber sur des kystes qui sont des kystes folliculaires anovulatoires du cycle précédent. Bien sûr, si on est dans un protocole de stimulation, mieux vaut ne pas stimuler ces patientes et signaler. Voilà, vous avez ici ce compte automatique des follicules où vous voyez tous les follicules tout autour de ce volumineux kyste. Donc, le stroma, maintenant, on fait une analyse quantitative du stroma. Comme vous voyez ici, il diminue de la puberté à la ménopause et il diminue avec la baisse de l'imprégnation hormonale, œstrogène, AMH, etc. Ici, vous avez un stroma de volume augmenté, on est dans un cas de SOPK. Ici, vous avez un stroma de volume normal et là, vous avez un stroma hétérogène incluant des microcalcifications fibrocicatricielles. Et là, on peut se demander si cet ovaire n'a pas souffert dans le passé et si même c'est peut-être une indication acaryotype de voir des stromas qui sont hétérogènes, qui incluent comme ça des microcalcifications. On peut se poser la question également s'il n'y a pas eu une ovarite auto-immune ou infectieuse dans le passé. Enfin, ça ouvre quand même pas mal de perspectives d'observer le stroma. Voilà, donc la vascularisation médulo-stromale, il y a un net lien entre le degré de vascularisation et la réponse prédictible à la stimulation. Et on sait très bien que dans les SOPK, le fait d'avoir une riche vascularisation médulo-stromale est un facteur prédictif de syndrome d'hyperstimulation. Voilà, donc entre J7 et J13, bien sûr, on peut faire des échos pelviennes et on est en phase de début de recrutement. Et ce qu'on a découvert, c'est que par rapport au follicule dominant qui va se démarquer à partir du 10e jour du cycle, on a ce qu'on appelle un follicule helper, qui est un follicule de plus petite taille, qui va être 2/3 du follicule principal et qui semble jouer un rôle dans la maturation du follicule dominant. Quand on est en stade de
de préovulatoire. On a ces pontes granulosas qu'on peut voir. On a la couronne vasculaire au Doppler, ici que vous pouvez voir, qui est un signe de bonne production hormonale œstrogénique du follicule et qui est très bien corrélé à l'endomètre puisqu'il y a un dialogue entre follicule et endomètre. Là, vous avez un magnifique endomètre de type C avec une bonne trophicité, un aspect grain de café et une épaisseur satisfaisante. Voilà, à J20, on va voir la qualité du corps jaune et pareil, la qualité du corps jaune est tout à fait corrélée à l'épaisseur de l'endomètre. Quand on a un bel endomètre de type B en phase sécrétoire, c'est que le corps jaune joue bien son rôle de sécrétion progestéronémique. Voilà, donc à l'inverse, quand on a un corps jaune de mauvaise qualité, on a une insuffisance lutéale et là tout de suite on a une élévation des résistances vasculaires au niveau de l'artère utérine, ici avec un flux diastolique très faible. On a un endomètre fin, hyperéchogène, mais vraiment pas épais du tout, et on a un corps jaune peu vascularisé au Doppler. Voilà, donc on a maintenant les signes qui doivent conduire à la suspicion d'une insuffisance ovarienne primitive, des cycles plus courts, un compte folliculaire significativement plus bas, une surface moyenne des ovaires abaissée, un taux d'AMH plasmatique abaissé et un taux de FSH qui a tendance à s'élever. Et nous, on doit être quand même très attentif à ces signes d'insuffisance ovarienne prématurée qui peuvent survenir entre 25 et 30. Et là, on doit un peu tirer la sonnette d'alarme. Alors, voilà, donc les signes d'hypofertilité, cette insuffisance ovarienne précoce, elle va quand même se manifester par des sites, c'est-à-dire on va commencer à compter des follicules plus volumineux entre à J3, des follicules qui mesurent 8, 9, 10 mm et qui témoignent d'un épuisement du stock ovarien. On a un déplacement de la courbe de Gauss des tailles folliculaires vers la droite. Donc ensuite, vous avez quasiment des ovaires de type ménopause-like. On a ces concepts de ménopause partielle en échographie, avec des ovaires qui ont tendance à se réduire, le stroma qui va augmenter son échogénicité et ces follicules qui commencent à être un petit peu résiduels. Voilà. Voilà, et là, je voulais attirer votre attention là-dessus. Il y a quelques années, avec mon associé Martine Vallière, nous avons découvert un signe de vieillissement ovarien prématuré qui préexistait à la diminution du nombre de follicules. C'est cette petite couronne que vous voyez, cette couronne hypoéchogène périphérique sous-técale, et qui semble correspondre à une atrophie de la zone de production folliculaire. Et il est important de la noter lors des comptes rendus. Donc, on s'interroge sur la cause de ce vieillissement prématuré. Est-ce que c'est une cause immunologique? Voilà, on a des anticorps anti-ovariens parfois qui peuvent être retrouvés. Est-ce que c'est une cause toxique? On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, voilà, qui peuvent intervenir à tous les stades de la folliculogénèse, depuis même le stade fœtal jusqu'à l'âge adulte. Est-ce qu'il y a une cause génétique, virale? Est-ce qu'il y a une cause inflammatoire, puisque ces insuffisances ovariennes sont quand même des maladies inflammatoires, puisqu'on en a parlé avec Samir dans l'avion, pas plus tard qu'à l'aller, et on retrouve une augmentation des micro-ADN circulants qui peut laisser penser que c'est un processus de destruction actif et inflammatoire, et c'est intéressant de le corréler à ce signe de la couronne, voilà, qu'on voit très bien ici, avec ces couronnes qui n'ont rien à voir avec un ovaire ménopausique, puisqu'un ovaire ménopausique, c'est le stroma, les follicules qui diminuent de manière homogène. Et là, cette couronne est spécifique des femmes assez jeunes qu'on va retrouver dans des bilans d'hypofertilité. Alors les autres signes, à J3, par exemple, c'est la persistance d'un corps jaune du cycle antérieur. Ça, c'est pas bon du tout. À J10, il n'y a pas de sélection de follicules dominants, pas de follicules helper. La paroi des follicules peut être hyperéchogène. C'est aussi un signe d'atrésie folliculaire précoce ou d'hypoœstrogénie. À J13, on n'a pas de couronne vasculaire. Hein. Par exemple, ça c'est péjoratif. Et à J20, le corps jaune est de mauvaise qualité. Voilà. Donc, je passe rapidement sur les ovaires macrokystiques, voilà, qui sont témoins de séquelles inflammatoires pelviennes, qui sont aussi des causes d'infertilité.
Je passe rapidement sur les SOPK, puisque vous connaissez bien ce concept. Voilà, on a ici ces hyperplasies médulostromales hyperéchogènes, souvent corrélées à l'augmentation des facteurs de croissance tels que les androgènes, l'insuline, etc. Et nous, on fait ce qu'on appelle des compositions corporelles au centre, c'est-à-dire qu'on mesure la masse grasse périviscérale et on a des corrélations très intéressantes entre l'élévation de la masse grasse périviscérale, l'hyperandrogénie et l'hypertrophie de la médulostroma ovarienne, ce qui oriente vers ces maladies métaboliques que peuvent être les SOPK. Voilà, on a des signes aussi péjoratifs ici, comme ces agglutinations folliculaires sur des terrains de SOPK qui peuvent témoigner d'une atteinte inflammatoire périfolliculaire qui a tendance à faire ces petites calcifications et ces petits regroupements folliculaires. Voilà. Donc, la dystrophie multifolliculaire, au contraire, ce sont des ovaires où il y a peu de stroma et les follicules sont assez gros, assez hypotoniques, et où il y a des problèmes d'ovulation également et qui orientent plutôt vers une origine haute de type hypothalamo-hypophysaire. On a des tableaux plutôt de femmes maigres, stressées, anorexiques, sportives, etc., avec ces défauts de sécrétion de LHRH. Voilà, je passe rapidement. Voilà donc cette différence entre les polykystiques de type 2B et les multifolliculaires de type 1, 2A. Vous avez cette différence entre le stroma ici qui est volumineux et hypervascularisé et les follicules refoulés en périphérie et quasiment écrasés. Et là, au contraire, vous avez ces follicules qui sont plus gros avec ce stroma qui est quand même assez grêle, assez peu développé. Et on a ces élévations, dans les deux cas, des résistances vasculaires au niveau des artères utérines. Voilà, donc l'endométriose ovarienne, c'est pas que les gros kystes endométriosiques, c'est un véritable saccage du parenchyme ovarien avec des désorganisations architecturales, des retentissements multifactoriels sur la fertilité, des compressions par mécanisme intrinsèque, que les follicules sont refoulés, ils sont étirés, ils sont distendus, on a une inflammation chronique du stroma, etc. Donc, les signes échographiques, on a toutes sortes de signes échographiques, le parenchyme ovarien hétérogène, les microcalcifications séquelaires, les corps blancs, les implants prékystiques. Avant qu'il y ait un kyste, souvent à la surface ovarienne, à la face péritonéale de l'ovaire, on découvre des plages hypoéchogènes. Il y a des kystes, bien sûr, hémorragiques, et il y a le refoulement des follicules. Voilà ce que ça peut donner. Donc, ici, vous avez ces gros kystes endométriosiques qui refoulent le parenchyme, avec ici des formations échogènes qui sont avasculaires au Doppler, ça c'est très important, puisqu'il n'y a pas de paroi propre, et dès qu'il y a une vascularisation, il faut évoquer un processus tumoral, bien sûr. Ici, vous avez ces petits implants endométriosiques de la surface ovarienne, qu'on voit très bien sur la face péritonéale de l'ovaire. On peut avoir des saignements et coexistence de saignements d'âge différents, c'est-à-dire que tous les cycles, le saignement va être alimenté par des nouveaux saignements. Et puis ici, vous avez ces petites calcifications médulostromales. Le champ est riche en calcium, voilà. Donc je passe rapidement. Voilà, donc là, on a ces difficultés du comptage folliculaire lorsque vous avez ces gros kystes endométriosiques avec ces follicules qui sont écrasés, refoulés en périphérie. Le transport maintenant, les trompes, comment on explore les trompes? Alors, c'est vrai qu'en échographie pelvienne standard, on peut tout de suite trouver des hydrosalpinx ou des épaississements tubaires ou des endométrioses, des lésions endométriosiques des parois tubaires. Mais malgré la prévalence de l'icosie, nous, au cabinet, on est plutôt encore sur des hystérosalpingographies, bien qu'on fasse beaucoup d'hystérosonographie par ailleurs. Donc voilà la technique, je ne m'attarde pas là-dessus. Simplement, nous, on utilise des cathéters ballonnés de type 5F, ce qui permet de mettre en pression les trompes et qui évite les désarrimages de tulipes. La dose, elle n'est pas si importante que ça, d'autant qu'on essaie de faire un minimum de clichés et de faire un minimum de scopies. Voilà, donc les étiologies, vous les connaissez, c'est les antécédents d'infection, l'endométriose tubaire, les polypes, etc. Je passe rapidement. Voilà la morphologie d'une trompe ici en hystérosalpingographie avec la portion interstitielle, ici la portion isthmique, la portion ampulaire, la portion infundibulaire et la fossette ovarienne. Voilà, donc on a pas mal de problèmes dans l'infertilité.
Voilà, et puis là, je passe rapidement sur ces sténoses pavillonnaires, ces phimosis tubaires, ces stagnations pavillonnaires sur les clichés tardifs qui orientent vraiment vers des phénomènes fibro-adhérentiels péri-ovariens et péritubères qui empêchent bien sûr les spermatozoïdes de bien passer jusqu'à ces hydrosalpinx où l'obstacle est complet, où il n'y a aucun passage tubo-péritonéal. Il faut savoir que ces hydrosalpinx doivent être dépistés souvent en échographie en seconde partie de cycle, parce qu'on les voit mieux à ce moment-là. Et il peut y avoir des vidanges de ces hydrosalpinx qui vont nettoyer la cavité utérine et empêcher l'anidation. Voilà, je passe rapidement sur ces calcifications. Alors voilà ce que ça peut donner en échographie. Vous avez ces hydrosalpinx qui sont là, qui sont également caractéristiques, avec cette destruction du plissement muqueux de tubaire. Voilà. Ici, vous avez des hématosalpinx. On est souvent dans des endométrioses. Diagnostic différentiel, bien sûr, c'est kyste du mésosalpinx. Voilà, et puis il faut savoir aussi que on a ces kissing ovaries quand il y a ces endométrioses avec ces adhérences tubaires qui vont aussi retentir sur les ovaires. Voilà, donc Agidis, les problèmes de nidation, voilà, l'endomètre de type C, de la glaire cervicale, les Doppler qui sont bien, l'endomètre en phase sécrétoire, etc. Ça, je passe. Voilà, alors maintenant la cavité, donc il y a les polypes, bien évidemment, avec ici en hystérosono, voilà, on le devinait en 3D normal, et là en hystérosono, ça saute aux yeux, on remplit la cavité utérine, et ça on le fait de manière courante. S'il y avait un volumineux myome endocavitaire, voilà, on le voit très bien en hystérosono, en 3D. Voilà, bon, et bien sûr on va avoir tous ces obstacles à la nidation. Voilà. Ok, donc je passe rapidement. Ici, il y avait cette synéchie, justement. Alors, pareil, les synéchies, c'est de la 3D. Ici, vous voyez cette plage hypoécogène intracavitaire fondique qui correspond à une synéchie. Voilà, et l'équivalent en hystérosalpingographie. Voilà. Donc, alors, après les malformations utérines, bien évidemment, mais ça, on a vu ça rapidement, on peut très bien voir sur la reconstruction 3D. Et là, la reconstruction 3D est obligatoire en routine pour un bilan de fertilité. On voit ces fonds utérins arqués. On peut mesurer effectivement la hauteur d'une éventuelle cloison. On peut vérifier surtout que le dôme sous-séreux soit conservé. Voilà, je passe rapidement là-dessus. On en a parlé déjà. Voilà, les types U1, les cavités sont de petite taille, je passe rapidement, et voici ici ces fameuses cloisons avec ces reconstructions 3D. On peut tout à fait mesurer la hauteur de la cloison, vérifier que la sous-séreuse soit bien en dôme, et mesurer l'angle entre les deux cornes et la distance entre les deux cornes. Voilà, ça ne pose pas de problème particulier. Alors que les utérus bicornes, vous voyez très bien qu'on a ici une incisure sous-séreuse. On voit bien les deux hémi-utérus qui témoignent de ces troubles de la fusion des canaux de Muller. Voilà, donc je continue maintenant sur la zone jonctionnelle où on en a parlé. Voilà, ces adénomyoses qui sont là. Et ce que je voudrais juste insister sur quelque chose qui n'a pas été évoqué dans le topo précédent, parce que c'est tout nouveau. Bon, là, ici, vous avez ces myomes qui occupent la zone jonctionnelle et qui font un dôme sous-muqueux ici, qu'on doit décrire, et on doit mesurer le dôme, la valeur du dôme. Voilà, donc la zone jonctionnelle, c'est le véritable sous-sol de l'endomètre, c'est l'équivalent un petit peu de la zone transitionnelle pour la prostate, et d'ailleurs, les adénomes de la prostate peuvent être mis en relation avec les adénomyoses puisque c'est la même origine embryologique, et on retrouve les mêmes facteurs hormonaux. Voilà, et nous, ce qu'on fait maintenant au cabinet depuis un certain temps, on fasse une étude là-dessus, c'est l'élastométrie de la zone jonctionnelle, parce qu'on a remarqué que les problèmes de nidation qui sont liés à l'adénomyose pourraient également être liés à des rigidités excessives de la zone jonctionnelle, et on peut très bien mesurer avec les sondes d'élastométrie endocavitaire
la rigidité de cette zone jonctionnelle. Et on peut imaginer très bien que lorsque vous avez une adénomyose qui est assez molle, c'est-à-dire une rigidité autour de 50 kPa en zone jaune ici, elle peut être moins toxique pour l'anidation que une rigidité là, que vous avez à 150, 160 kPa sur des endométrioses qui sont très fibreuses, qui sont très hostiles et qui pourraient tout à fait arriver en complément de l'imagerie simple. Voilà, il y aurait peut-être une étude à faire sur l'élastométrie de la zone jonctionnelle dans l'adénomyose. Voilà, donc les hypofertilités vasculaires, je passe rapidement, mais c'est vrai que quand les résistances vasculaires augmentent sur l'interutérine, elles sont plus élevées dans les populations hypofertiles en phase lutéale et les chances de grossesse diminuent. Voilà, alors maintenant je vais passer rapidement sur la fertilité masculine en 5 minutes, c'est ça? C'est combien? C'est une demi-heure le topo? Voilà, donc rapidement, il y a différents types de causes. Bon, je vais passer sur les causes les plus fréquentes, la cryptorchidie, les antécédents de traumatisme scrotal, la chimio, la radiothérapie, les causes génétiques avec le morphotype de type hypogonadique, des Klinefelter, et puis voilà, on recherche par l'interrogatoire un certain nombre de choses. L'incidence, bien sûr, d'hypofertilité masculine est en constante augmentation. Voilà, donc on s'aide des bilans biologiques et l'échographie est conduite en fonction des données du spermogramme et de l'interrogatoire et parfois de la biochimie du liquide séminal. Voilà, donc je passe rapidement. Voilà, donc les causes en pourcentage, dans les causes non obstructives, parce qu'il y a les causes obstructives et les causes non obstructives, le volume du sperme est généralement conservé. On retrouve en premier lieu les antécédents de cryptorchidie, les causes génétiques viennent en deuxième, varicocèle en troisième, c'est quand même le tiercé gagnant. Et ensuite, on a plein d'autres causes, les microlithiases, les tumeurs qui sont de découverte non exceptionnelle, les séquelles de torsion, les séquelles traumatiques, etc. Voilà, pour les causes obstructives, les antécédents de vasectomie viennent en premier, les agénésies différentielles en second, les séquelles infectieuses, épididymite, prostatite, etc. Puis ensuite, les causes mécaniques, les kystes, du verrou de Montanum, des canaux éjaculateurs, etc. Donc, on a 2 grands cas de prescription. Je passe rapidement. Voilà, donc voilà ce que ça donne un testicule normal. Le volume est quand même très important, entre 12 et 20 millilitres, on peut descendre jusqu'à 10. La biométrie clinique n'est pas la même que la biométrie échographique. On surestime souvent cliniquement par rapport à l'échographie. Alors voilà, donc on a une corrélation quand même de la taille des testicules au poids de l'individu et à l'IMC. Il doit y avoir une symétrie volumique. Voilà, je passe rapidement. Alors, pareil que pour l'ovaire, il y a ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas les tubes séminifères, on ne voit pas les tubes droits. On voit parfois le rététestis, mais enfin, généralement, on ne le voit pas. On ne voit pas les cônes efférents. On ne voit pas l'albuginée. Par contre, ce qu'on voit, on voit les septa interlobulaires. On voit le corps d'Aymor. On voit la confluence des septa interlobulaires. On voit la vascularisation testiculaire. Et voilà, donc sur les causes non obstructives, c'est très important d'analyser vraiment la structure de la pulpe du testicule, parce que c'est cette analyse structurale qui va nous dire ce qui se passe et s'il y a éventuellement une anomalie génétique, si on peut penser à une anomalie génétique. Voilà, donc les étiologies, ça c'est les séquelles d'infectieuses, c'est les séquelles d'orchite, vous avez les séquelles d'infarctus post-torsion par exemple, pardon. Vous avez les séquelles traumatiques, les anomalies génétiques, etc. Et les tumeurs, bien sûr, qui sont de découverte non exceptionnelle, que vous avez là, ici. Voilà, donc j'insiste particulièrement sur le Klinefelter, qui est quand même une des pathologies génétiques qui est le plus fréquent en échographie. Et vous avez cette pulpe testiculaire, cette écostructure hétérogène, cette diminution, ces petits testicules qui font souvent 2 cm3, et ces hyperplasies des cellules de Leydig qui donnent des patchs hypericogènes intratesticulaires.
et parfois ces cellules de Leydig avec ces petites tumeurs bénignes des cellules de Leydig qui donnent des hypervascularisations en couronne. Merci de conclure, docteur Nata. On est pris un peu par le temps. Ok. Bon, je passe rapidement sur les varicocèles, les microlithiases. Voilà, tout un catalogue. Ça pourrait faire l'objet d'un topo séparé. Ces dilatations épididymères qui sont très importantes à voir avec un aspect en nid d'abeille. Voilà ici un aspect caractéristique d'obstruction. Il faut savoir que les anomalies obstructives peuvent même débuter dans le testicule lui-même, avec ici une dilatation des cônes efférents et du rété testis. Voilà, conclusion, il y a des signes d'insuffisance ovarienne primitive chez la femme, les nouveaux éléments sur l'adénomyose, et voilà, si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu faire plus court, d'après Blaise Pascal. Merci. Non, vous avez fait le tour de la question et vous êtes à temps. Donc, merci pour cette belle lecture qui a fait un peu le tour de la question, surtout l'apport de ce bel outil qu'est l'échographie. Donc, on peut tout voir pratiquement en échographie. Il suffit d'avoir la main. Ouais. Et puis, également, il faut surtout rappeler, comme vous l'avez dit, les variations intercycliques, parce qu'on a de plus en plus de jeunes patientes qui viennent inquiètes, ahuries parfois de chez les confrères. On m'a dit que j'ai plus de capital folliculaire, et donc, est-ce que je suis infertile? Et des jeunes, ouais, il faut refaire 2-3 cycles. Voilà, il faut refaire. Donc, s'il y a des questions dans la salle. J'en ai une. Oui, docteur Bouterf, oui. Non, une question rapide sur le plan pratique. Et dans votre pratique, puisque vous faites apparemment beaucoup de fertilité, quelle est la place aujourd'hui de l'hystérosalpingographie par rapport à l'hyphosie? Est-ce que vous en faites beaucoup? Alors, c'est difficile de demander ça à un radiologue parce que c'est beaucoup plus simple pour nous de faire des hystérosalpingographies. Je pense que l'ICOSI est un outil surtout pour les gynécologues qui ont que l'échographe sous la main parce qu'en fait, il peut arriver que l'ICOSI, on n'arrive pas à conclure, on n'arrive pas à trancher. Par contre, l'hystérostonographie, on en fait plein. Ça, c'est sur tout ce qui est cavité utérine, mais l'ICOSI, je n'ai pas l'expérience, mais je pense qu'il y a une forte courbe d'apprentissage parce qu'il faut en plus manipuler le logiciel 3D. C'est pas que faire le geste. S'il vous plaît. Par là. Ouais. C'est vrai que c'était un topo très exhaustif, vous avez parlé de tout. J'avais juste un petit... je m'attendais à ce que vous parliez un peu de l'endométriose profonde, surtout que la cartographie, la topographie de ces lésions est très, très, très intéressante par rapport à une chirurgie préalable. Donc, vous avez fait exprès de ne pas parler ou... Alors, d'abord, il y a le facteur temps, mais c'est vrai que je me suis plus basé sur la fertilité elle-même. C'est vrai que l'endométriose profonde peut retentir sur la fertilité, mais c'est surtout ce qui se passe au niveau de l'ovaire que j'ai plus voulu développer. Bon, après, c'est des choix éditoriaux. Oui, docteur Mcharpé. Ça marche. Allez-y. Oui. Est-ce que vous avez trouvé une corrélation entre les microcalcifications testiculaires et le cancer testiculaire? Oui, alors sur les microlithiases testiculaires, il y a traditionnellement une élévation du risque de cancer. Mais moi, j'avoue, on les suit souvent tous les 18 mois, tous les cas de microlithiase testiculaire. Moi, j'ai jamais vu de cancer sur ces microlithiases, mais c'est traditionnellement un facteur de risque, bien évidemment. Il y a des questions? Oui. Oui, j'aimerais savoir s'il y a du nouveau technologique sur les échographies endorectales en cas de, bien sûr, d'azoospermie obstructive. Vous savez très bien que cet examen est très pénible pour le patient. Est-ce qu'il y a des avancées aujourd'hui qui nous permettent de nous faciliter cet examen? Merci. Alors, nous, on fait systématiquement l'échographie endorectale dès lors qu'on tombe sur une pathologie obstructive. Il y a des sondes qui sont un peu plus petites. Nous, on a une sonde qui est un peu plus petite que précédemment,
mais ça reste psychologiquement très pénible pour les patients, bien évidemment. Mais bon, c'est indispensable. Voilà, il n'y a pas tellement de solutions techniques pour l'instant. Oui, merci, Dr Nataf. S'il y a plus de questions, on passe à la communication suivante. Donc, présentée par professeur Chaperon, Endometriosis, State of the ARC.